Depuis toujours, les femmes sont l'objet favori des représentations artistiques, sculpture, peinture. Mais, c'est-à-dire qu'elles peuvent être des modèles, elles peuvent être des Vénus, elles peuvent être des représentations. Mais, dès qu'il s'agit de création, peu de noms nous viennent à l'esprit. Enfin, en dehors de la période récente contemporaine. Et même si l'on sait que des femmes ont été artistes, inconsciemment, on leur attribue une place subalterne. On va faire la preuve par le musée. Vous prenez le musée de votre ville, donc de votre région même, et si vous remontez avant le XXe siècle, euh, finalement, réfléchissez, il y a très peu de femmes donc, qui sont exposées dans ce musée. Il faut savoir que dans les faits, les grandes artistes femmes existent bel et bien. C'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Dans les recherches en paléologie, et vous savez que j'aime bien remonter jusqu'à l'Empèvre, comme on dit par ici, c'est-à-dire loin, 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 les recherches en paléontologie, en préhistoire donc, dénoncent l'absence des femmes dans l'imagerie de ces temps préhistoriques. Ça veut dire que les recherches récentes nous ont permis de voir qu'il y avait une sorte de mal-donne, ou plutôt une interprétation. En gros, les chercheurs, depuis le XVIIIe siècle, depuis le siècle des Lumières, et après, même durant le XIXe et encore durant le XXe, ont eu une lecture complètement partiale donc de la préhistoire, comme de l'histoire après. Mais de la préhistoire, c'est certain, maintenant, puisque des recherches de plus en plus fines, et grâce à des méthodologies nouvelles, on arrive à voir que un certain nombre de choses qu'on croyait comme complètement établies, en gros, pour vous la faire très courte et un peu schématique, la femme restait dans la grotte, s'occupait déjà du foyer, et l'homme était le chasseur, donc celui qui ramenait la nourriture, etc., etc. Donc, pour vous dire, les recherches récentes ont été battues en brèche. Et un livre illustrait bien de Marilène Patoumatis, au titre assez provocateur, qui est L'homme préhistorique est aussi une femme. Et elle nous met le nez, les yeux, justement, sur le fait que les recherches nous montrent que, effectivement, eh bien, les femmes allaient aussi en dehors de la grotte. Et les femmes, en plus, étaient des créatrices puisqu'elles étaient associées aussi aux peintures rupestres, pariétales, etc. On le sait parce qu'on a de nouvelles méthodes pour déterminer le genre des mains qui ont été apposées sur les parois des grottes, que ce soit la grotte Cosquer, la grotte même en remontant jusqu'à Lascaux, et plus récemment, puisque les recherches récentes nous font remonter beaucoup plus loin, on était à moins 35 000 ans à peu près, on croyait à peu près l'apparition donc de l'art pariétal vers moins 35 000 ans, et de nouvelles découvertes en Indonésie notamment nous ont fait reculer jusqu'à moins 72, moins 75 000 ans. Donc vous voyez, et en plus, les nouvelles méthodes nous ont permis de voir que certaines mains sont indubitablement des mains de femmes. Elles sont petites et surtout, on le voit à l'écartement et au rapport entre certaines phalanges. Ça nous a permis aussi de constater que la lecture qui avait été faite jusque-là et les méthodes employées étaient des plus biaisées. Non seulement ça, mais on a aussi les découvertes de sépultures qui nous montrent des squelettes de femmes et à côté les instruments de la chasse ou les instruments donc de la vie quotidienne, qui jusqu'alors étaient attribués aux hommes, comme les premiers outils, les haches, les flèches. Bref,
on avait un peu tout faux. Et ce qui s'applique à l'art pariétal, donc à la préhistoire, va aussi s'appliquer à une chose très importante qui va arriver, la transformation donc de ces images peintes, d'animaux notamment, en signes. La transformation va se faire euh, au début de la civilisation humaine. Très rapidement, les signes vont devenir non seulement importants, mais nécessaires. Et derrière les signes, derrière l'histoire des signes qui nous est racontée encore par une autre femme, qui est Sylvie Ferrara, l'incroyable histoire de l'invention de l'écriture, derrière ces signes, on a la présence donc, de la femme, parce que c'est elle, justement, qui réglait un peu les rapports commerciaux. Et si les écritures sont arrivées, c'est d'abord pour faire très prosaïquement l'état des stocks, la comptabilité pratiquement. Donc, les premières écritures étaient essentiellement destinées à ce savoir-là. Alors, en Europe, on peut dire que l'écriture vont tourner autour de foyers vers la Grèce antique, et notamment vers deux îles, la Crète et l'île de Chypre. Pourquoi est-ce que les écritures, on va dire les écritures, puisqu'elles ne se ressemblent pas, ni les unes ni les autres, il y a des points communs quand même, mais elles ne se ressemblent pas globalement. Et ça apparaît dans les îles parce que ce sont justement des foyers de commerce. C'est là où se font les échanges, c'est là où il y a beaucoup de bateaux qui viennent, qui repartent, etc. Et la nécessité donc d'une sorte de possibilité d'échanger, non seulement pas tant pour les idées que pour les marchandises. Vous voyez, on est déjà, c'est un peu comme la communauté européenne, l'écriture est née donc de besoins très prosaïques. Croit-on? Il n'y a rien de sûr, mais les recherches tendent à nous faire aller vers cette origine-là. Donc, en Crète, il y aura plusieurs types d'écriture, trois principalement, une sorte d'écriture cunéiforme qui est représentée par les signes qu'on trouve sur un disque. Il est petit, beaucoup plus petit que celui que vous pouvez voir là, c'est le disque de Phaistos. Alors, ce n'est pas une pierre de Rosette, parce que la pierre de Rosette nous permet, grâce à plusieurs langues, dont une qui est connue, de pouvoir deviner l'autre langue donc, qui est présente sur le même support. Non, là, on est sur une écriture qu'on ne maîtrise pas trop. On commence à découvrir quelques signifiants. Et en plus du disque de Phaistos, de cette écriture cunéiforme, on a deux façons donc, de s'exprimer, qui est le linéaire A et le linéaire B. Sur l'île de Chypre, voisine, on a aussi des écritures qui ressemblent beaucoup à celles du linéaire A. Et on a aussi des écritures cunéiformes parce que Chypre est une sorte d'avant-poste avant l'Orient. La Phénicie est juste derrière. C'est pas encore l'Arabie donc qui se projette là, mais c'est la Mésopotamie, la civilisation de Mésopotamie, du Tigre et de l'Euphrate qui s'approche doucement. Donc on a toutes ces influences-là. Et notamment, là c'est le disque de Phaistos en gros plan, vous voyez que on est dans des écritures cunéiformes, des signes, mais un très grand nombre de ces écritures, dont les plus anciennes, celles de Chine notamment, on ne va pas rester eurocentré, celles de Chine déjà partent du dessin. Ce n'est pas encore les idéogrammes, mais on a quelque chose qui va s'en approcher. Et comme support qui leur a semblé à peu près vers moins 2000, moins 2500 avant Jésus-Christ,
un support qui leur a semblé le plus intangible possible, le plus solide, le plus pérenne. Ça a été un support étonnant pour nous. Ce sont les carapaces de tortue. Les carapaces de tortue ont permis de retrouver un certain nombre d'histoires, de légendes ou de faits vrais. Souvent, ça peut être un certain nombre de faits historiques qui ont été un petit peu embellis au fil du temps. Et entre autres, on va trouver la trace d'une femme incroyable qui s'appelle sur ses carapaces Lady Hao, de son nom chinois Fu Hao. Fu Hao était l'une des nombreuses concubines d'un certain empereur lointain, et elle est arrivée à s'imposer dans ce milieu très difficile donc du gynécée, du harem. Elle est arrivée à s'imposer grâce à ses qualités politiques et militaires. Elle était quasiment la générale en chef de son empereur, et elle a remporté de nombreuses victoires et elle s'est faite une très belle gloire dans cette Chine ancienne, cette Chine antique. Une autre femme de l'Antiquité qu'on peut retenir et qui déjà est une artiste, elle est citée par Pline l'Ancien, c'est Hélène d'Égypte. Hélène d'Égypte va être l'une des plus grandes artistes d'après Pline. Il, en, il est plein de compliments, il est dithyrambique sur le travail d'Hélène d'Égypte, notamment parce que c'est elle qui va rendre le mieux compte des victoires d'Alexandre. Alexandre, c'est le grand homme donc, de l'Antiquité. Son empire s'est étendu donc de la Grèce jusqu'aux confins de la Chine, au-delà de l'Indus. Et Hélène d'Égypte, notamment, a fait, paraît-il, une toile magnifique sur la victoire d'Axos contre les Perses, contre Darius. Et malheureusement, il n'en reste aucune trace. Enfin, non, il n'en reste. L'œuvre a disparu en elle-même. Mais on a retrouvé des mosaïques qui ont été faites d'après. C'est notamment une des mosaïques a été retrouvée à Pompéi et on la voit là, elle représente exactement, là on voit là, la carapace de Lady Hao, voilà. Et elle va représenter le travail incroyable fait par Hélène d'Égypte. Déjà, Pline le Jeune nous avait raconté l'étrange histoire de la Vierge de Corinthe, jeune femme très éprise d'un jeune homme qui doit s'en aller, et pour avoir trace de son amoureux, elle voit que le reflet du soleil projette son ombre, la trace de son corps sur le mur, et elle fait la première peinture d'après réalité de l'histoire. Elle aurait tracé le contour d'après l'ombre donc de son bien-aimé, et ainsi cette jeune Corinthienne aurait inventé l'art du portrait pratiquement. À travers les temps antiques, que ce soit justement de Mésopotamie avec les représentations de nombreuses divinités, notamment de l'incroyable, la terrifiante, mais la toute-puissante déesse Ishtar. La déesse Ishtar, on en entend beaucoup parler dans l'épopée donc de Gilgamesh. La déesse Ishtar est une représentation qui va même rentrer dans le panthéon grec et le panthéon romain. Ensuite, sous des noms un petit peu différents, sous des cultes un petit peu différents. Dans la Grèce antique, progressivement, la femme est représentée et ce n'est plus des déesses. On n'a plus besoin de la représentation de déesses, mais on a besoin de la beauté. Et ça doit être beau et ça doit être en même temps, la femme doit être complètement parfaite. Donc, chaque sculpteur essaye d'ajouter sa pierre, c'est le cas de le dire, son marbre, à cet aspect de perfection. Notamment, tout le monde connaît cette sculpture incroyable qui est le canon de Polyclète. Le canon va représenter à peu près les proportions dites parfaites. Et vont être reprises à travers des décennies, voire des, des siècles, puisque ça va aller jusqu'au temps moderne. Et finalement, la représentation du corps féminin
comme du corps masculin, ne variera pas durant toute la période jusqu'à la période classique. Euh, Évidemment, avec Giacometti, on va rentrer dans autre chose pour la sculpture. Mais bon, l'imperfection, c'est l'obsession des Grecs. Et en même temps, c'est non seulement une perfection esthétique, mais c'est une perfection morale. Le beau est forcément bon. C'est lié. Les deux notions se tiennent, se rejoignent et doivent être en dialogue permanent. Donc ça va être l'Antiquité grecque, romaine. Arrive, alors comme je dis toujours, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. C'est pas tiens, je me lève là ce matin, c'est le Moyen Âge. Non, ça a été de longues transitions, etc. entre l'Antiquité, le Moyen Âge. On, on situe la fin de l'Antiquité après la chute de l'Empire romain à peu près. Il y a une longue transition avec les invasions barbares. Alors, le nom barbare est un peu est exagéré. Barbare, ça veut simplement dire qui est hors des frontières. Et donc, mais ça a pris un sens péjoratif qui va se reporter sur le Moyen Âge naissant. Simplement, il faut bien se dire que ce n'est pas la période noire, aussi noire et aussi trouble qu'ont bien voulu nous le faire accroire Michelet et les autres historiens donc, qui ont refait le petit roman national comme le roman international et qui nous surinent que le Moyen Âge est une sombre période et heureusement qu'il y a eu ensuite la Renaissance. Non, le Moyen Âge est une période qui est non seulement riche, qui est intéressante, qui est différente. Certes, le poids de la religion chrétienne va un petit peu, même beaucoup, restreindre les références au savoir donc du passé, mais pourtant ce savoir reste, il sera toujours là. Vous avez tous vu le nom de la rose, donc le fameux pitch autour donc du, du manuscrit perdu et enfoui au fond de cette bibliothèque donc de la comédie d'Aristote, parce que le rire, ce n'est pas divin. Eh bien, le Moyen Âge va aller beaucoup plus loin et va presque apporter une antithèse à la croyance hellénique, grecque et romaine, que forcément, c'est le beau qui est le plus proche du sacré, qui est le plus proche de la perfection. Non, le Moyen Âge va être plus complexe et ça va partir donc de Saint Augustin qui va considérer que le lait, ça fait partie aussi donc du sacré et que le chaos, quelque chose de moins ordonné, quelque chose de moins propre, quelque chose de moins parfait, c'est aussi du divin. Par exemple, il dit que Jésus sur la croix, c'est pas si joli que ça, c'est même assez morbide, c'est même sanguinolent, etc. Et pourtant, il faut en parler, c'est du divin, ça fait partie. En gros, ça veut nous dire que tout ça, c'est complet et que le paradis a besoin de l'enfer, comme le beau a besoin du lait, comme le lait se nourrit aussi donc de la perfection. Donc vous voyez, ces pensées sont assez complexes et elles vont parcourir le Moyen Âge et, contrairement à ce qu'on croit, les femmes ont une présence, les femmes peuvent exister. Certes, elles doivent contourner comme d'habitude, et comme ça va se reproduire après, donc dans des temps beaucoup plus récents, mais les femmes doivent trouver et peuvent trouver le moyen d'être des érudites, notamment au fond des couvents, au fond des abbayes. Les abbesses vont jouer un rôle très très important, non seulement les abbesses, mais un certain nombre de moniales, à la fois par le travail qu'elles vont faire sur les enluminures, certes, mais ça c'est de l'illustration. Par contre, il y aura de véritables savantes, comme notamment la plus célèbre d'entre elles, qui est, euh, qui est l'une des plus grandes découvertes vers le XIe siècle, début du XIIe, c'est Van Bingen. Et donc, avec, avec Van Bingen,
Hildegarde, de son prénom, abbesse donc, et qui deviendra sainte ensuite. Elle est célèbre dans de nombreux domaines. Elle est à la fois connue, à l'heure actuelle, la plus connue en tant que musicienne, une très belle musique, donc moderne pour l'époque, faite de mélodies beaucoup plus que le chant grégorien, qui amène une certaine chaleur à cette lancinante musique grégorienne qu'on entend généralement dans les monastères. Elle va être aussi une grande botaniste, presque chercheuse en médecine, donc à travers les simples, à travers les plantes, à travers ce qu'il fallait donc pour se soigner à l'époque. Elle va être aussi une très grande linguiste. Et donc, elle va travailler même sur un nouvel alphabet, une sorte de codex qui devrait, elle trouve que le latin est une langue qui n'est pas assez véhiculaire, vernaculaire, et donc elle va travailler sur un alphabet qui est une sorte d'espéranto, un petit peu plus simple que le latin, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, le haut Moyen Âge, donc cette période-là, va être dominée par ce type de personnages féminins, notamment. Et bon, je ne dis pas, entendons-nous, relativisons les choses, qu'elles étaient très nombreuses. Je ne dis pas qu'elles remplissaient tout l'espace. Il y avait plus de moines et d'abbés, chercheurs, savants, au fond des couvents, entendons-nous. Mais il se pouvait, et entre autres Hildegarde en est un exemple patent, que les femmes pouvaient jouer ce genre de. Alors, un peu plus tard, un siècle et demi à 2 siècles plus tard, une autre femme va, vers la fin du Moyen Âge, va introduire un concept nouveau qui est presque le concept de femme libre. Scandale. Et elle va être l'une des premières à vivre de son travail d'écrivaine. Alors, le seul moyen pour être vraiment libre en ces temps reculés, c'était de perdre son mari, être mariée et devenir veuve. Ce qui est arrivé à Christine de Pisan, qui a perdu très tôt son mari, qu'elle adorait, qui était à la cour donc du roi Charles, et Christine de Pisan, pour faire vivre donc que sa petite famille, a dû trouver donc des solutions et elle a raconté des histoires. Elle a été la première à vivre de ce genre d'histoire qu'elle vendait aux érudits, aux cours, aux nobles, et elle a été l'une des femmes les plus célèbres de son temps grâce à ce travail-là. Notamment, elle est connue pour un ouvrage qui fera date qui s'appelle La Cité des Dames, œuvre très féministe pour l'époque. Non seulement ça, mais son féminisme va être vraiment militant quand elle va s'en prendre à l'une des œuvres les plus célèbres de son temps, le roman de la rose. Elle va essayer de prouver en maintes démonstrations que le roman de la rose est tout sauf un roman en faveur de la femme. Et que, soi-disant, ce grand monument donc de l'amour courtois n'est en rien favorable à la femme et elle va attaquer le roman lui-même, son auteur, sur un certain nombre de points. Elle va essayer donc de démontrer que finalement, la vision du roman de la rose, c'est plutôt une femme entravée qui reste à la maison, fidèle à son seigneur, à son mari, et que donc c'est une vision qui est empesée et surtout certainement pas libre. Donc vous voyez l'importance donc de ce type de femme durant le Moyen Âge et ne pas croire que c'est une période complètement faite de brut, de sang, de violence, etc. Non, il y a toute une vie qui continue, une vie intellectuelle, une vie culturelle et une vie artistique. Alors, bien sûr, la vie artistique du Moyen Âge, la croyance fondamentale, c'est que tout tourne autour du sacré, autour de Dieu, autour de Jésus, autour des Écritures. Donc tout doit rendre grâce, tout doit illustrer la gloire de Dieu. Mais tout le monde n'est pas égal devant l'accession à la culture déjà, et rares sont ceux qui savent lire, encore moins écrire, et rares sont ceux qui peuvent profiter donc du travail des moines
manuscrit après manuscrit. Dans les scriptoriums, hélas, on ne peut pas encore, l'imprimerie va être inventée plus tard, mais on ne peut pas encore reproduire beaucoup les manuscrits. Ce sont des incunables. Et donc, le peuple a pour seul moyen de se cultiver, de s'informer, le seul moyen qu'il a, ce sont les représentations, les images. Et ces images vont être surtout présentes dans les églises, entre autres sous la forme des vitraux, sous la forme des retables, et on va le voir un peu plus tard aussi sous la forme des tapisseries. Retable, c'est une sorte de petite mise en scène en elle-même. C'est un petit théâtre qui peut se jouer au fond d'une église avec l'ouverture, différentes ouvertures possibles au niveau des panneaux. Un retable, c'est un dispositif assez ingénieux qui a un haut, qui a un bas, qui a des panneaux qui se déplient ou qui se referment selon un ordre donc, qui est bien défini. On les ouvre qu'à certaines occasions. Et donc, le retable lui-même permet donc de raconter toute une histoire complète. C'est presque une bande dessinée ou un livre, plutôt un livre, un beau livre. Et notamment parmi les plus célèbres retables, vous voyez celui-là, c'est le retable d'Issenheim. Le retable d'Issenheim se trouve à Colmar, au musée Unterlinden, et c'est l'œuvre d'un très très grand artiste qui s'appelle Matthias Grünewald. Et on y parle, comme je vous le disais, on voit non seulement les aspects religieux, les aspects profondément croyants, mais en même temps, on nous montre la sauvagerie, le chaos, l'enfer, des visions infernales qui sont faites pour nous impressionner, pour donner de l'émotion. Alors les couleurs s'ajoutent, etc. Le combat, des formes complètement fantastiques. Et donc, les artistes se lâchent dans ces moments-là. On sent la prochaine arrivée donc que de Jérôme Bosch, par exemple, mais l'enfer est presque plus intéressant que les scènes sacrées. Et déjà, on sent que les artistes vont s'intéresser beaucoup à cette partie-là. Et des artistes femmes également, car il va en arriver de plus en plus jusqu'à cette période merveilleuse qu'on va appeler la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? C'est justement le fait qu'on croit que, là aussi, qu'on va retrouver un certain nombre d'aspects de la civilisation d'antan, qu'on va retrouver Aristote, Platon, les grands statuaires, qu'on va retrouver. Et l'art, c'est vrai, va se nourrir, va retrouver un certain nombre donc de grandes références qui va lui permettre d'évoluer, de sortir du carcan. La Renaissance, c'est aussi sortir du carcan religieux. C'est-à-dire que Dieu n'est plus forcément au centre donc de la vie et de la vie artistique, mais l'homme commence à arriver. On est dans l'humanisme, on est dans des notions très différentes. Les sujets vont devenir moins religieux, un peu plus profanes. On peut parler à peu près de tout euh, en restant dans une certaine mesure. Il y a quand même encore la censure, il y a quand même encore la chape de plomb de l'Église. Mais tout ça, ça se libère. Et les femmes vont aussi profiter de ce grand mouvement donc de la Renaissance. On croit souvent que la Renaissance c'est égal à Florence. Non, la Renaissance, il n'y a pas que Florence, et entre autres, il y a une ville très très importante qui est Bologne. Bologne, c'est la plus vieille et plus grande université donc de ce temps. Bologne, c'est aussi une très grande culture, une très grande habitude, de magnifiques églises et des artistes qui reçoivent le soutien de nombreux mécènes, ce qui permet non seulement à des hommes, mais à des femmes de pouvoir se révéler. Et parmi ces femmes, il y a cette merveilleuse Anguissola, Sophonisba Anguissola, il y a Lavinia Fontana, dont vous voyez à gauche la plus célèbre main aux fesses de l'histoire de l'art, probablement, c'est Vénus et Mars, Mars et Vénus. À droite, une scène aussi scandaleuse, qui est peinte aussi par une femme, c'est Suzanne et les vieillards. C'est la relation d'un fait divers, tragique,
mais qui a bien fini parce que finalement, les vieillards qui avaient lutiné, voire plus, voire violé Suzanne, vont être traduits en tribunal et condamnés. Donc, ce fait divers important, féministe, va être relaté par une très très grande artiste, qui n'est pas bolognaise, elle, mais qui est florentine et qui s'appelle Artemisia Gentileschi. Toutes ces femmes ont pu apprendre parce que normalement les académies ne leur sont pas ouvertes parce qu'elles ne doivent pas fréquenter les hommes ouvertement. Et donc souvent c'est grâce à leur père, qui est déjà peintre, ou à un frère, ou à une relation, ou à leur mari. Et parfois elles peuvent apprendre aussi en cachette. Donc Sophonisba Anguissola, dont on verra des œuvres aussi un petit peu plus tard, comme Artemisia Gentileschi, c'est grâce à leur père. Le père de, le père de Artemisia était lui-même peintre, pas un excellent peintre, mais un peintre qui vivait de sa peinture. Et le père de Sophonisba Anguissola n'était pas peintre, mais il avait de la fortune et il avait décelé dans deux de ses filles des dispositions très intéressantes pour la peinture. Du côté de la Flandre, en même temps, se passe aussi un très grand nombre de choses, dont un peu la peinture flamande, qui est un peu différente de la Renaissance italienne. La Renaissance flamande est faite de choses très précises, de choses très fines. On n'est pas dans la grande lumière italienne avec des couleurs riches ou des sombres rouges. Non, on est dans une finesse de description qui est plus propice, qui est encouragée par cette lumière du Nord. Et donc là, on a Judith Lester et Elisabeth von Osterwich. J'ai du mal à le dire, mais croyez-moi, Elisabeth von Osterwich. Donc, Judith Lester, dont c'est l'autoportrait, était une des plus grandes peintres de son époque, très connue pour les portraits, et elle a connu ses heures de gloire en étant demandée dans la plupart des grandes cours d'Europe où elle a pu travailler. Von Osterwich a fait de très très belles natures mortes, parce qu'il faut savoir que on déniait normalement aux femmes le droit de peindre le genre d'histoire, le genre sacré, et même les scènes de genre leur étaient plutôt déconseillées. C'était pas un travail de femme, et donc elles étaient cantonnées généralement quand elles acceptaient cette contrainte dans les natures mortes, ça sans problème, les portraits, surtout les petites miniatures, mais certaines, comme on vient de voir avec Lavinia Fontana et Artemisia Gentileschi, arrivaient à s'échapper en trouvant le biais que c'était une histoire de femme derrière tout ça. Et donc, elle s'autorisait, avec l'appui donc de certains artistes, euh, à peindre, à décrire ce type de scène. Là, on voit encore une nature morte très très belle. On voit aussi le travail donc qui est fait par Artemisia Gentileschi en bas. On voit le travail de Fede Galicia en haut, non sur les cerises, pardon, et le travail de Katharina von Emessen, qui est fait aussi autour d'une scène sacrée. Les femmes s'emparent, donc arrivent à transgresser un petit peu donc cette loi du genre donc qui les a écrasées durant cette perfection technique qu'elles ont pu exercer dans leur art. Des artistes comme Sophonis Barangisola ou Artemisia Gentileschi, elles l'ont payé assez cher. Non seulement Artemisia a été violée par l'un des assistants de son père, le procès, elle n'en ressortira pas complètement intacte et elle mettra un certain temps pour arriver à surmonter ce drame. Mais en plus, lorsque leurs œuvres sont tellement remarquables donc qu'elles sont incroyablement célèbres, on vise à les en déposséder. Par exemple, pour Artemisia Gentileschi, son magnifique Judith et Holoferne, comme d'autres œuvres, vont être si appréciées qu'on va les attribuer au Caravage. Même si Artemisia adorait le Caravage, c'est quand même une énorme injustice. Et il a fallu attendre très très longtemps, jusqu'à à peu près il y a 70 ans, pour qu'on réattribue enfin
ce genre de tableau à leur véritable auteur, Artemisia Gentileschi, dans le créneau de l'art. Alors, cette peinture va souvent être très classique, mais elle peut lui échapper avec un certain nombre d'artistes qui vont oser donc un certain nombre de percées. J'ai retenu deux artistes hommes qui vont beaucoup influencer ce siècle. C'est Chardin, et là je montre sa fameuse raie, et par exemple Fragonard pour ses choix de sujets libertins. Le verrou est l'un des tableaux les plus fascinants donc, de l'histoire de l'art. Mais revenons sur Chardin, c'est un exemple qui est très intéressant. Le tableau, vous voyez, a l'air d'une simple nature morte, mais elle est plus que ça. Il a fait une division qui est très intéressante. Il a mis le vivant à gauche pour nous, les chats, le chat, les huîtres, et les animés à droite, pichets, marmites et autres ustensiles. L'arrêt fait la transition. Et cette raie est incroyable. Elle nous fixe, etc. Et c'est comme si c'était une métaphore de cette société qui souffre, qui a souffert. On sort du siècle de Louis XIV, de Louis XV, et donc ce sont des siècles qui n'ont pas été faciles, il y a eu de nombreuses guerres, etc. Mais il y a quelque chose qui est saisissant. Cette peinture va fasciner tous ses contemporains, à tel point qu'elle va rester 30 ans à l'entrée, donc, pour accueillir les gens à l'entrée de l'Académie royale de peinture. Et donc, c'est vraiment un événement qui va se jouer. Durant ce siècle, et même à la fin du siècle précédent, à la fin donc du XVIIe siècle, et durant presque tout le XVIIIe siècle, les femmes vont complètement s'investir dans le portrait. Là, on voit le travail qui avait été fait en fin de XVIIe, début XVIIIe par une très grande peintre vénitienne qui est Rosalba Carriera. Là, on voit sa toile, l'Afrique. Déjà, c'est un portrait qui n'est pas classique, et pour l'époque, c'est déjà révolutionnaire. Elle est rococo, c'est-à-dire qu'elle transgresse déjà le classicisme. Le baroque, c'était déjà une transgression. Mais là, le rococo, c'est presque aller à l'extrême du baroque. Donc, il y a tous ces aspects un peu légers de voile, de flou, de vaporeux, une grande précision technique et surtout le sujet. Regardez cette... et ça s'appelle l'Afrique. Cette africaine, c'est un choix qui est déjà très audacieux pour l'époque, ces serpents, etc. Ce mystère. À droite, on voit le travail d'une très grande portraitiste, la plus grande donc, de son siècle, du XIXe siècle, Élisabeth Vigier-Lebrun, XVIIIe et XIXe siècle. Élisabeth Vigier-Lebrun, c'est la portraitiste de Marie-Antoinette, mais pas que. Elle a fait un nombre incroyable de portraits, dont celui-ci que je trouve remarquable, qui est la duchesse de Polignac, non seulement d'une grande beauté, mais magnifiée par le travail de Élisabeth Vigier-Lebrun. C'est comme si elle était là, si elle nous regardait. C'est plus qu'une photo, ça nous envahit. Elle prend cher. Élisabeth Vigier-Lebrun va fuir la Révolution parce que vous comprenez bien qu'être portraitiste de Marie-Antoinette, c'était pas toujours bien vu. Et donc, là, on voit un autoportrait. Elle a très tôt dû se mettre à peindre pour être rémunérée parce qu'elle a été orpheline à 15 ans et elle a dû faire vivre toute la famille, sa mère, ses frères et sœurs. Et donc, son travail a vite été très rémunérateur. Elle est devenue une portraitiste très demandée dans l'Europe entière. Pendant ce temps, dans le même temps, on va découvrir le travail de Angelina Kaufmann. Angelina Kaufmann, née en Suisse, rentre dans l'intimité des personnages. C'est un art qui est moins classique que qu'Elisabeth Vigée-Lebrun. On est plus vers un art romantique, vers un néoclassicisme qui va justement vers des sujets complètement fictionnels. On n'est plus dans le portrait, on est dans des allégories encore. C'est une autre forme.
Et on va, d'ailleurs, elle va inspirer un certain nombre de peintres durant tout le XIXe siècle, dont l'un des plus célèbres de son temps, William Bougon. Le XIXe siècle est un siècle très complexe. Il commence mal avec la Restauration, c'est une sorte de régression dans tous les domaines, même le domaine artistique. On retombe dans un classicisme qui n'est pas toujours des plus recherchés. Et on a du mal à mettre en avant un certain nombre de créateurs. Mais ça va bouger, ça va évoluer avec les événements politiques et avec l'évolution de la société bourgeoise. Deux artistes vont nous intéresser en ce début de siècle, parce que non seulement elles vont reprendre l'héritage de leurs grandes aînées, et Marie-Guillemine Benoît, qui est l'une des élèves donc, de Élisabeth Vigée-Lebrun, a créé cette toile incroyable qui s'appelle Portrait d'une négresse, qui a été exposée au salon de 1800. Malheureusement, bien que adulée, très demandée, Marie-Guillemine Benoît a dû interrompre, mettre fin même à sa carrière de peintre, parce que ça ne pouvait nuire à la carrière de son mari qui était haut fonctionnaire ou diplomate. À droite, il y a le travail de Anna Teresa Terbusch, Anna Dorothea Terbusch, pardon, qui elle, qui fait un travail beaucoup plus allégorique encore. Après, après Angelina Kaufmann, cette autre Suissesse va aussi travailler vers une espèce de renaissance du fantasme donc de l'art antique. Le XIXe siècle va quand même être à partir donc du milieu du siècle une période beaucoup plus faste aux femmes. Enfin vont se créer donc des académies qui vont les accueillir où elles pourront se former à toutes les techniques de la peinture dans la perspective. Et donc, mais les professeurs restent des hommes. Parmi les femmes célèbres de cette fin de siècle, deux attitudes radicalement différentes, deux styles radicalement différents. Une très très célèbre qui est Rosa Bonheur, et l'autre qui sera une très forte femme en cette fin de siècle et en ce début du XXe siècle, ce sera Berthe Morisot. Rosa Bonheur, c'est la papesse, la chantre de l'art réaliste. Elle va jusqu'au bout. Donc elle va être la peintre la plus célèbre donc de son siècle. Elle va même être la plus riche. Elle va être décorée de la Légion d'honneur. Elle mènera une vie complètement libre, la preuve, puisque elle sera homosexuelle, elle va vivre dans un château, etc. Donc, elle s'attribue une très très grande liberté. Ça n'empêchera pas d'être reconnue dans le monde entier, en Amérique notamment. Berthe Morisot, dont on voit là le chef-d'œuvre qui est le berceau, est une élève de Camille Corot. Elle a hérité donc de son maître cette légèreté, cette touche, cette facilité donc à peindre les tissus et les étoffes. Et surtout, elle va être au centre du mouvement impressionniste, non seulement parce qu'elle s'est mariée avec Eugène Manet, mais pas que, parce qu'elle va surtout être une très grande peintre de ce mouvement, mais en même temps une égérie, en ce sens qu'elle va complètement prendre en charge le groupe, elle va organiser des expositions et elle va les accompagner jusqu'à sa mort trop précoce. Le XXe siècle va commencer par j'ai voulu réparer une double injustice du temps pour deux artistes femmes très différents. À gauche, Ethel Walker, anglaise de son état, et qui a péché par manque d'originalité. Elle a été impressionnée, peut-être qu'à de le dire, et elle a eu le malheur de rester dans son style. L'autre femme, Ilma Afklint, elle, a été dépossédée du fait que c'est elle qui a créé l'art abstrait. Et cette création de l'art abstrait euh, lui a été enlevée parce que on l'a attribuée à des grands peintres, certes, à Kandinsky, à Malevich, mais on n'a pas pu lui attribuer à elle.
Alors, Ethel Walker, qui est née en 1861, eh, a été sans doute effectivement l'artiste la plus méconnue de cette fin du 19e et début du 20e. Pourtant, elle a été l'une des femmes les plus remarquées, entre guillemets, entre son temps. Elle est rentrée à l'Académie royale, elle a obtenu un certain nombre de prix, et pourtant ça n'a pas dépassé le stade d'un certain microcosme, etc. Je vous disais, c'est parce que essentiellement, elle n'a pas créé de style et elle n'a fait qu'être une bonne impressionniste, entre guillemets. En Angleterre, elle était la plus remarquable au niveau de la technicité de ses artistes. Et donc, elle a payé le fait, effectivement, elle n'avait pas créé quelque chose. Et donc ça va se reposer souvent à travers les siècles, ce genre donc de choses à vous faire passer complètement dans l'anonymat. Et Tel Walker a été victime de ce genre de phénomène. Hilma af Klint est l'exemple même de la peintre qui a voulu surtout vivre donc de son art. Elle en avait besoin pour faire vivre donc sa famille. Et du coup, elle est restée cantonnée, a priori et en apparence, dans des styles très figuratifs, dans des styles qui plaisaient. C'était des peintures, des tableaux qu'on pouvait mettre dans son salon, qu'on pouvait mettre dans son appartement, dans sa maison. Entre autres, elle faisait de magnifiques paysages, comme vous voyez à gauche, très réalistes, et surtout, elle était très connue pour pour sa représentation des fleurs. Ces natures mortes modernisées quand même, et assez épurées, répondaient à une envie, à un besoin donc de cette société suédoise et bourgeoise. Mais Hilma af Klint avait un jardin secret. Surtout, Hilma af Klint était atteinte de ce virus donc de fin de siècle et de début de XXe siècle, qui était la croyance en les esprits. On faisait tourner les tables, les guéridons. On s'adonnait au spiritisme. Et Hilma af Klint, ses croyances profondes ont considérablement influencé son jardin secret. Et ses peintures abstraites, car elle a été la première à peindre des peintures sans motif apparent, sans motif réel, ces peintures abstraites ont devancé les fameux Kandinsky et Malevich de quelques années. En 1906 déjà, Hilma af Klint produisait ce type de tableau. Donc vous voyez, on est presque dans de l'orphisme rationnel de Launay, comme on verra un petit peu plus tard. On est surtout dans une représentation très onirique. Et donc Hilma af Klint peint ses toiles pratiquement en secret. Seuls quelques amis ou quelques peintres de sa connaissance savaient. Elle savait aussi produire ce genre d'œuvre. Est-ce qu'elle était comprise ou pas? Je pense qu'elle a eu peur et elle n'a que très peu montré de ce type d'œuvre. Très longtemps, donc, on ne savait pas qu'elle était la première peintre abstraite. Et donc, il a fallu attendre 1970 pour qu'enfin une grande exposition lui rende cette, euh, cette invention, cette créativité, en 1970, donc au Guggenheim de New York. 179 de ses œuvres abstraites ont été exposées. Le XXe siècle, ailleurs, dehors de ces avatars, de ces alias, va être le siècle des militants et des militantes. On croit beaucoup au progrès. Le XXe siècle est le siècle du progrès. Et donc, les femmes ne vont pas être en reste. Au contraire, parfois, elles vont être en avance et elles vont entraîner les hommes. Ce qui va être le cas, notamment pour un des grands courants de ce XXe siècle, les futuristes, le courant futuriste. Au départ, un courant qui est plus que misogyne, qui est franchement, qui va plutôt à l'encontre donc des femmes et du rôle de la femme. Mais un certain nombre de femmes, dont celles des artistes, là on voit par exemple à gauche Benedetta Kappa, la femme
du grand futuriste, du grand peintre Martinetti, et à droite, Valentine de Saint-Point, française, qui ne sera pas à proprement parler une peintre, plutôt, on dirait maintenant, une influenceuse. Elle a un style, elle a un design, elle fait de l'illustration, elle est un peu journaliste puisqu'elle va aider à la propagande donc, du mouvement futuriste en participant au manifeste et en le répandant. Elle va écrire dans la revue des futuristes. Bref, toutes ces femmes-là vont adhérer, non seulement adhérer au mouvement, mais en être des jalons importants. Benedetta Cappa, dont je vous parlais, a eu un rôle très très important en inventant, entre guillemets, pratiquement, l'aéropeinture. L'aéropeinture, c'est simple, ça veut dire, c'est comme si on voyait les choses à partir d'un avion. C'est le comble du futurisme et ça donne cette impression de mouvement. Regardez, ces mouvements, ces formes géométriques visent à nous donner cette impression de vitesse. La vitesse, à l'époque, c'est la modernité. Les couleurs aussi vont participer à cette impression-là. Benedetta Cappa, comme de nombreux autres futuristes, vont hélas adhérer à des thèses un peu extrêmes, du fait de leurs idées assez malthusiennes et même eugénistes. Elles vont se rapprocher donc du fascisme et non seulement y participer, mais franchement y collaborer. Entre autres, on cite, entre parenthèses, le cas des fresques qui se trouvent dans la grande salle de réunion de la Poste de Palerme. Et la Poste de Palerme est une architecture évidemment néoclassique propre au fascisme. Donc tout le groupe futuriste ne va pas basculer, mais quand même un grand nombre des artistes vont faire en sorte que ce mouvement va avoir du mal à se relever à la fin de la guerre. Et le mouvement futuriste va s'interrompre là et être relayé par d'autres mouvements. Dans le même temps, il existe à l'est de l'Europe un certain nombre d'avant-gardes qui vont naître en Russie, notamment autour de l'école d'art de Vitebsk, avec deux de ses représentants masculins qui sont fort éminents, Chagall, Marc Chagall, on va dire presque contre Malevich, Casimir Malevich. Au début, ils travaillent ensemble, ils collaborent, mais leurs choix artistiques sont radicalement différents, voire à l'opposé. Autant Chagall verse dans un moitié de figuration lyrique, autant Malevich est radical. Et d'ailleurs, il va fonder un groupe, un mouvement qui porte un peu donc ces idées extrêmes, ce sera le suprématisme. Adhérant au fur et à mesure à ces idées-là, une femme issue de la petite noblesse russe, qui s'appelle Natalia Gontcharev, va jouer un rôle important. Elle va adhérer d'abord au mouvement cubiste, elle va être prise de grande admiration et pour Picasso et pour Braque. Elle va s'intéresser aussi ensuite au futurisme, mais surtout, elle va se rapprocher de plus en plus de Tatlin, de Malevich, du mouvement suprématiste. Et on voit chez Natalia Gontcharova l'influence de tous ces différents mouvements donc, du début du XXe siècle, le choix des formes, le choix des couleurs, une certaine abstraction, mais qui n'est pas complètement radicale comme celle de Malevich. Natalia Gontchareva va être va être suivie par d'autres artistes comme Lyubov Popova. Et donc, tout ce mouvement-là, cette avant-garde-là, va avoir un choix très difficile dès que Staline va prendre le pouvoir. C'est comme si on sifflait la fin de la récréation. Les artistes sont rappelés à l'ordre. Ils doivent servir le peuple et non pas essayer de les conduire vers ce qui est pour Staline et ses proches des impasses esthétiques. Donc, on revient vers le réalisme soviétique, on va aller vers une peinture qui n'est pas celle des avant-gardes, et donc les peintres
auront le choix entre soit se soumettre et accepter de faire un travail purement de propagandiste, ou bien de fuir la Russie. Ce début du XXe siècle, on peut le représenter à travers deux grandes artistes femmes, deux grandes artistes qui vont marquer le siècle presque durant toute leur durée, puisqu'elles vont disparaître à la fin du siècle, vers les années 80-90. À gauche, c'est Georgia O'Keeffe, née dans le Wisconsin, très, très remarquable, une forte femme, une femme d'un tempérament excessivement entier, et qui créera son propre style, son propre mouvement, chose qui est toujours remarquée par l'histoire de l'art. À droite, Dorothea Tanning. Dorothea Tanning, c'est un style radicalement différent donc, de sa voisine, donc de Georgia O'Keeffe. C'est l'une des égéries américaines du surréalisme. Et ces femmes-là auront leur vie artistique profondément marquée par deux grands hommes. Georgia O'Keeffe va être la compagne, mais en même temps la muse, et va s'inspirer du travail de Alfred Stieglitz, grand photographe new-yorkais. Quant à Dorothea Tanning, elle va devenir aussi la compagne et la muse, et en même temps, elle va aussi inspirer et être inspirée par Max Ernst, grand artiste, peintre, penseur surréaliste. Le travail de Georgia O'Keeffe, on le comprend mieux à travers ses différentes vues du lac George. Son travail de paysagiste, c'est l'observation du changement, l'observation des émotions. C'est un art très émotionnel. C'est un art qui est tout en couleur, qui est tout en impression, sans être impressionniste, sans être vraiment cubiste. Elle trouve une voie médiane entre la figuration et l'abstraction. Son style est inimitable, son style est très dur à définir, et en même temps, son style nous remue. Il y a quelque chose qui se passe à travers ses paysages, à travers ses formes, à travers ses couleurs. Le lac George, c'est la propriété de Stieglitz au, au pied au pied des monts Adirondack. Et ensuite, le couple, pour des raisons de santé, donc de Joseph Stiglitz, va devoir partir dans un climat plus sec. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans le désert du Nouveau-Mexique, près d'Albuquerque. Et là, les compositions, comme l'inspiration de Georgia O'Keeffe, va être complètement influencée d'éclats du désert. Elle va pourtant s'intéresser aussi, a priori, à des sujets qu'elle ne trouvera pas dans le désert, mais qu'elle va sublimer, c'est des fleurs. Et ces fleurs vont avoir un aspect très sensuel, qui va à la fois choquer et fasciner. L'architecture latino-mexicano-américaine va aussi l'impressionner, et elle va beaucoup travailler sur ce type de paysage. Dorothea Tanning, je disais, c'est un style radicalement différent. Elle coche presque toutes les cases du surréalisme. Elle, elle est beaucoup plus jeune que Max Ernst, et Max Ernst, à l'époque, a fui le nazisme, est venu se réfugier à New York, grâce au truchement et au biais de Peggy Guggenheim, dont il est devenu le mari. Et donc, Peggy Guggenheim, qui organise à une certaine époque une grande exposition de jeunes peintres, a repéré Dorothea Tanning, mais elle n'a pas le temps de se rendre à son atelier, et elle y dépêche Max Ernst pour se rendre compte du travail et faire une sélection de toiles de cette jeune qui promet, cette jeune Dorothea Tanning. Très mauvaise idée de Peggy Guggenheim, puisque Max Ernst va tomber follement amoureux, et artistiquement, et humainement, de Dorothea Tanning. Entre autres, il va découvrir dans l'atelier cette toile que Dorothea a du mal à finir, et surtout qu'elle n'a pas encore intitulée.
Max Ernst lui dit, mais c'est votre anniversaire aujourd'hui, j'ai cru comprendre. Oui, oui, il dit Dorothea. Il dit, bon, elle m'a appelé le birthday. Et c'est comme ça que l'une des œuvres les plus célèbres de Dorothea Tanning sera baptisée par Max Ernst. Dorothea Tanning, c'est vraiment toutes les cases, je disais, donc, du surréalisme. Regardez, en bas, c'est une sorte de paysage à la Magritte. Au centre, on foule une mitre religieuse, c'est comme du Dali. C'est le côté anticlérical. Et cet échiquier avec ce jeu d'échecs, etc., c'est du Harabal. C'est quelque chose qui va être un point fort. Cette toile va devenir, cette toile qui s'appelle End of Game, va devenir l'une des grandes toiles donc, du surréalisme du XXe siècle. Alors, dans la deuxième partie du siècle, vers les années 60-70, on entre dans une autre dimension donc, de l'art contemporain. On entre dans une dimension beaucoup plus conceptuelle. Euh, je vous disais, à une certaine époque, on détourne les thèmes. Là, on n'en est plus là. On va même aller jusqu'à sortir du tableau. Le tableau n'est plus le terrain de jeu donc des artistes, et de plus en plus, les artistes femmes vont suivre avec souvent plus d'audace que les hommes le chemin donc de cette nouvelle forme d'art. Là, je vous présente par exemple trois grandes artistes. À gauche, Marina Abramović, qui est la reine donc, de la performance dans les années 70. En bas, vous voyez Annette Messager. Et en haut à droite, vous voyez Sophie Calle. Ces trois artistes ont ceci en commun que elles ne font pas toujours elles-mêmes le propre travail donc, de réalisation, mais ce qui importe pour ces artistes-là, c'est l'idée. L'idée l'emporte sur la réalisation de l'œuvre. Ce qui compte, c'est de faire éprouver quelque chose au spectateur. Là, par exemple, Marina Abramović, avec son compère, avec son compagnon de l'époque, va obliger les spectateurs donc, de la galerie à passer entre eux et donc à frôler les corps. C'est une expérience à la fois sensorielle, émotionnelle forte. Là, elle va aller très loin et elle va se mettre en danger parfois. Son art est corporel, il est provocateur. Et donc on entre dans une autre ère. Vous savez, dans d'autres conférences, j'ai parlé du beau réflexion. On est, on est à plein dans ce fameux beau réflexion. Où ce qui importe, c'est véritablement ce à quoi ça fait penser, plus que ce à quoi cela émeut, ou plus que ce à quoi ça représente. Annette Messager, son art est différent. Elle ne se met pas en scène elle-même. Ses performances à elle, c'est plutôt des suggestions fortes du symbolisme. Elle est très proche donc de Boltanski. Vous reconnaîtrez un petit peu cette patte-là. Et là, par exemple, elle joue avec l'éternel féminin, mais elle en fait une sorte de fétiche. Les têtes réduites. On n'est pas au MAOA avec la collection Reichenbach. Non, on n'est pas chez les têtes réduites Givaro, mais c'est comme si elle nous faisait passer le message que le féminisme doit passer par ne plus être ces têtes réduites. Annette Messager, là encore, crée une espèce de terre, d'univers, de planète faite avec des petits bouts de femmes. Et donc là, quand on fait un gros plan donc sur cette planète, sont des bouts de corps de femmes, des yeux, des lèvres, un bout de sein, etc. Et tout cela, ça va composer l'univers, un univers qu'on ne voit pas de loin, mais quand on s'approche, l'essentiel, c'est la femme. Vous voyez, on est dans un féminisme artistique radical. Sophie Calle, c'est un autre exemple de travail. Alors, à la base, elle est plutôt photographe, mais elle va de moins en moins réaliser les photos donc de ses propres travaux. C'est-à-dire qu'elle va les déléguer.
Ce qui compte, justement, c'est ce qu'elle veut représenter. Là, elle a travaillé sur son propre mariage. Vous voyez, là, on est sur la Tour Eiffel. Et Sophie Kahn va nous emmener dans des voyages intellectuels qui posent question. Non seulement elle met en scène son propre mariage, mais en plus, elle va, elle va aller très loin. Elle va se faire suivre durant 3 semaines par un détective qui va faire des photos. Enfin, elle va créer à la fois de la distance et en même temps, donc, de la réflexion. Alors, on s'approche du XXIe siècle, on est sur cette fin de siècle, et on est dans la mondialisation culturelle, artistique, esthétique. Alors, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas que un simple argument woke. Non, la mondialisation, elle est effective en art et de nombreuses influences non européennes, non européos ou occidentaux centrés vont apparaître. Par exemple, on va parler aussi d'un certain nombre d'artistes afro-américaines, puisque ça se dit comme ça, dont la magnifique Elizabeth Catlett. Euh, Elle est née à Washington, mais elle a beaucoup vécu au Mexique, ce qui lui permet un métissage entre les deux influences, qu'elle va exprimer à travers un dessin très fouillé et un travail donc de sculpture très très élaboré. Irene Chou représente l'idée asiatique qu'il faut parvenir à une médiation, à concilier la tradition qui en Chine est d'une importance fondamentale et la modernité amenée par l'Occident. Et donc, Irene Chou, qui est née à Shanghai, va essayer d'établir des liens en permanence entre l'art traditionnel chinois et l'abstraction pure. Donc, ça donne un résultat qui est tout à fait fascinant, avec ses travaux à l'encre de Chine et d'une finesse donc, toute chinoise. Un courant que j'ai appelé africain, parce que Bertina Lopez est née au Mozambique, elle est peintre, sculpteur, et elle cherche elle aussi à établir des ponts entre une certaine tradition africaine et l'art occidental. Et donc, cela donne ces résultats en forme et en couleurs qui sont tout à fait riches. Farah Atassi est née à Bruxelles, de parents syriens, d'où ce mélange incroyable de décoration. C'est comme si c'était des œuvres d'illustration, et en même temps, regardez cette espèce de Mondrian vu à la sauce Rème, cette espèce de douceur des formes alliées à des formes orientales à l'arrière. Donc, le travail de Farah Atassi essaye de retrouver une sorte de travail illustratif comme les Mucha ou les grands décorateurs de l'entre-deux-guerres qu'elle met à sa sauce orientale. C'est très étonnant. Dans le courant oriental, on pourrait parler d'une première influence, puisqu'elle est née en 1916 et morte en 2017, c'est Salwa Radwa Choukaï, peintre et sculpteur originaire du Liban. Sa première vision est très ethnographique et elle s'inspire beaucoup donc du cubisme. Elle admirait beaucoup Braque et Picasso, mais elle met son originalité dans les couleurs qu'elle introduit et dans des formes beaucoup plus arrondies. Elle est plus dans la courbe que dans la recte. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original. Alors là, ça n'empêche pas, quand on est femme, on est aussi une artiste de combat parfois. Elle est née en 1989 en Afghanistan, elle s'appelle Kubra Academy, et elle illustre toute la brutalité de la condition donc de la femme en Afghanistan. Elle va s'exiler en France en 2015, où elle est désormais une artiste totalement intégrée dans du paysage. Et vous voyez cette violence qui s'exprime pour illustrer les viols, pour illustrer tout le mal qui est fait aux femmes. Très différente
parce que son univers est radicalement différent. Elle évoque chez nous une partie du monde qui est peu souvent représentée en art, c'est l'univers austral, et Jacqueline Faé est originaire de Nouvelle-Zélande. C'est comme si c'était une Europe qui s'était transportée. Et, et de ce fait, son art est matiné de quelque chose d'assez étonnant, une pointe d'humour, une pointe de dérision qu'on retrouve notamment à droite dans sa version donc, du déjeuner sur Air. Katharina Gross est née en Allemagne en 1961. Elle est celle qui illustre le mieux justement cette sortie du cadre par des grands voilages, des grandes bâches qu'elle va entièrement décorer et qui lui permettent donc de représenter et d'aller au-delà de l'espace. C'est comme si elle rentrait dans le paysage. Katharina Gross est une des artistes qui a été les plus inspirantes pour la génération d'après et qui a permis un travail également complètement sur bâche ou sur des matériaux nouveaux et inattendus. La dernière proposition que je vous fais, donc en cette fin de conférence, est celle d'une artiste française qui s'appelle Suzanne Husky et qui fait un travail très très intéressant où le fond a l'air d'une douceur et surtout d'une familiarité esthétique assez profonde. À gauche, par exemple, on voit un fond qui nous fait penser à la dame à la licorne, et en même temps, elle projette donc sur ses œuvres un certain nombre de problèmes de notre société actuelle. Regardez le bulldozer de la déforestation, la bétonisation en bas, la police qui intervient, la sécurité difficile, l'âpreté de notre société. Tout cela, Susanusky préfère l'illustrer par cette vision. C'est ce qu'on peut appeler une douce activiste. Donc voilà, ce voyage à travers l'évolution donc des artistes euh, va s'achever momentanément. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir les stratagèmes, les tactiques et la façon dont les femmes, à travers l'histoire de l'art, on va dire, ont réussi à s'immiscer, à exister. Tout ça, bien sûr, comme on le dit souvent, en n'oubliant pas que rien n'est définitif et qu'il faut se battre. On voit notamment, par exemple, avec les artistes afghanes, mais même quand il ne s'agit pas de violence, le pire, peut-être la pire des violences pour une artiste, c'est l'indifférence. Et donc, il faut toujours lutter pour le droit non seulement à vivre, à exister, ce qui est fondamental, mais aussi, ce qui est quand même aussi fondamental, c'est le droit de créer. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser et je vous incite pour retrouver un petit peu le cycle de mes conférences à aller sur mon site internet artformationconseil.com. Merci pour votre écoute. Au revoir.